Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue. C'est notre premier webinaire consacré au financement, à la thématique des financements européens. C'est vrai qu'il représente aujourd'hui un levier stratégique et qui est encore peut-être pas suffisamment mobilisé, alors que cela offre de réelles opportunités pour mener à bien plusieurs des missions et ambitions de l'écosystème sportif. Le cross, en fait, cette démarche, elle part du fait aussi que le cross s'est engagé dans cette démarche européenne en participant à un mentoring Erasmus Plus Sport proposé par le CNOSF et en déposant lui-même son propre projet. Et c'est vrai qu'en tant que centre ressources, le CROSS a souhaité faire bénéficier en premier lieu, bien sûr, ses adhérents, mais aussi le mouvement sportif de cette expérience et surtout des compétences des personnes qu'ils avaient pu rencontrer, qui avaient pu être rencontrées dans le cadre de ce mentoring. Donc, la première étape qu'on vous propose, c'est celle d'aujourd'hui, c'est un webinaire de découverte. Il y aura une deuxième étape qui sera un temps de formation sur lequel nous nous exprimerons. On vous donnera beaucoup plus de détails en fin de webinaire, donc ne vous inquiétez pas. On abordera ce point plutôt dans la fin du webinaire. Et je tiens d'abord du coup à remercier nos intervenants avec donc Gurvan Euzé, qui est le dirigeant fondateur de KGH Conseil, Hugo Petitjean, qui est chargé de mission sport au sein de l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, Laurent Garnier, qui est adjoint de direction de la Ligue Sud de badminton et qui nous apportera son témoignage sur une expérience très récente. Voilà, donc avant de leur laisser la parole, je remets quelques points techniques sur les micros coupés. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un peu d'écho quand je parle, mais j'ai pas d'autre écran allumé, donc j'espère que ça va s'arrêter. Ce webinaire est enregistré. Vous avez le chat pour poser des questions en direct au fur et à mesure des interventions, si vous avez peur de les oublier ou s'il y a des questions qui peuvent être un petit peu techniques et pour lesquelles on peut faire une réponse en direct. Et il y aura Nathan et Léane, que je remercie aussi pour leur présence, qui vont être là pour suivre le chat en direct et vous apporter des réponses au fur et à mesure ou nous permettre de revenir sur vos questions en fin de webinaire. Voilà. Je vais laisser maintenant, avec ces petits points techniques, la parole à Gurvan pour débuter ce webinaire. Bonne écoute à toutes et tous. Merci beaucoup Véronique de ces propos introductifs et merci au CROSS de nous laisser l'opportunité de discuter de ce sujet important. Je vois 57 participants, tu m'avais dit qu'il y avait plus de 80 inscrits. Je pense que c'est un signal fort de la vitalité aussi du sport en région PACA. Je pense aussi que c'est un signal important qu'il y a un besoin d'information, il y a une curiosité sur ce sujet un peu méconnu. Donc on va essayer d'y remédier déjà avec ce premier niveau aujourd'hui. Mais aussi, je pense que c'est, pour le côté un peu plus pessimiste, c'est peut-être aussi un signal un peu inquiétant pour une situation qui est un peu difficile pour le monde associatif et le monde sportif sur les derniers mois. Et les opportunités de financement européen vont peut-être justement permettre de pallier à cette problématique. Avant de rentrer dans le détail de la présentation, juste me présenter et présenter un petit peu rapidement KGH Conseil, dont je suis le fondateur et le dirigeant. Donc, on a créé la société donc en septembre 2023. Moi, auparavant, j'étais plutôt de votre côté, côté vraiment terrain et côté mouvement sportif, puisque j'ai été chef de cabinet d'un président de fédération, en l'occurrence le sport d'entreprise, pendant plus de 10 ans. Et à l'époque, j'ai porté justement des projets européens, que ce soit des coopérations, des partenariats, des mobilités. Donc, on connaît bien au sein de notre structure le mouvement sportif et ses spécificités, mais on connaît bien aussi les financements publics globalement et les fonds européens en particulier. Aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine de clients. Parmi ceux-ci, on a pas mal de sports qui sont représentés aujourd'hui dans ce webinaire, donc avec vos fédérations délégataires, mais également d'autres ligues, des clubs, des collectivités, des associations. Et on travaille principalement sur la question de la facilitation de l'accès au financement public, qui est un sujet pas toujours évident. Et notre spécificité, c'est véritablement les fonds européens et notamment le programme Erasmus+, sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Il y a d'autres programmes européens qui existent, mais aujourd'hui, on va véritablement se concentrer sur Erasmus+. L'objectif, comme l'a dit Véronique, c'est vraiment de s'acculturer et de comprendre l'esprit. C'est un webinaire de premier pas, de prise d'information.
j'aimerais aussi qu'on démystifie un peu l'Europe et les fonds européens et Erasmus+, parce que dès qu'on parle de ce sujet-là, on a souvent des grands yeux. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir vos œillères, on va essayer de vous prouver que c'est possible, de vous donner aussi la capacité de vous projeter et de vous présenter un petit peu ce qui pourra être fait lors du 11 et 12 juin, lors de la session de formation et de mentoring qui va être proposée avec le CROSS. Donc on va maintenant entrer un petit peu dans le sujet. Avant de vous présenter le programme, moi, il me semble important de vous donner quelques éléments de contexte. D'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, les difficultés aujourd'hui pour les associations et le monde sportif. Je ne vais pas vous redonner trop de chiffres, mais aujourd'hui, une collectivité sur deux à peu près qui diminue ses investissements et son budget pour le soutien du sport. On a le budget du ministère, on va dire, aux alentours d'une baisse de 10%. Je lisais encore pas plus tard que la semaine dernière qu'il y avait près de 40% des associations aujourd'hui, donc pas uniquement dans le monde sportif, mais qui pouvaient couvrir moins de 3 mois d'exploitation moins de 3 mois d'exploitation, pardon, grâce à leur trésorerie. Donc voilà, on est dans un contexte un peu tendu, une situation qui est pas simple pour le mouvement sportif. Et à côté de ça, il y a des opportunités de financement européen qui existent. On va parler aujourd'hui d'Erasmus+, mais vous avez peut-être entendu parler également de choses comme CERF, comme LIFE, comme Horizon Europe, comme FSE+. Aujourd'hui, il y a des enveloppes intéressantes sur Erasmus+, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des budgets qui peuvent aller de 30 à 400 000 euros. C'est un programme sur 7 ans qui comporte un budget de 470 millions d'euros. Euh, alors que la thématique du sport sur les budgets d'Erasmus+, dans sa globalité, ça ne représente que 1% du volume global du programme. Donc, il y a des opportunités sur ces financements-là. Pour autant, en France, on a, alors j'allais dire, un gros retard qui commence à être rattrapé. Sur les dernières années, on se situait autour de la 10e position en termes de pays vainqueurs, on va dire, de projets Erasmus plus sport. Euh, les Italiens, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple qui est pas loin de chez vous, sont aujourd'hui les champions, on va dire, des financements européens. Pour vous donner un ordre d'idée, quand les Français ils déposent un dossier sur Erasmus plus sport, les Italiens, ils en ont déjà déposé 10. Donc forcément, s'ils déposent plus, ils ont aussi plus de chances de le remporter. Donc aujourd'hui, on est en train de progresser sur cet aspect-là. Il y a encore 65% des fédérations sportives nationales, ça c'est une statistique de fin 2024, donc je pense que ça a dû progresser depuis, mais qui ne connaissent pas les programmes européens qui financent des projets sportifs. Donc on a quelque chose à rattraper sur ce sujet-là. Sachant qu'en plus, on a un contexte qui est favorable. L'Union européenne, elle est régie selon ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Vous avez peut-être dû entendre parler de ce sigle-là, le CFP. C'est globalement le budget de fonctionnement de l'Europe. Ce budget, il est voté donc sur des périodes de 7 ans. Donc là, ça va se terminer en fin 2027. Il y a une double opportunité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sur l'année prochaine, donc l'année 2027, il va y avoir ce qu'on appelle, et que vous connaissez, des queues de budget, avec des projets qui n'ont pas pu être financés jusqu'au bout, ou qui n'ont même pas pu démarrer, et donc des financements supplémentaires par rapport au budget global de l'enveloppe de l'appel à projet qui vont être améliorés. Donc ça, il y a une opportunité pour l'année prochaine. Et il y a une opportunité aussi pour la prochaine programmation, pardon, puisque le futur cadre financier pluriannuel de 2028-2034, il a déjà été non pas décidé, mais les orientations budgétaires ont été décidées. Donc il reste une ratification et un vote au Parlement à effectuer, mais globalement, on aura une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'Erasmus+. Ce qui se dit, c'est qu'on devrait passer aujourd'hui d'un fonds qui est globalement à 20 milliards d'euros à quelque chose entre 40 et 50 milliards d'euros. Donc une information qui est positive puisqu'on a une augmentation du budget. On n'a pas l'habitude de ce genre de nouvelles au niveau national, donc on va s'en réjouir. À prendre relativement avec des pincettes aussi parce qu'il y a des déplacements d'appel à projet qui étaient dans des précédentes enveloppes et qui vont aller sur Erasmus+. Mais globalement, voilà, c'est positif et c'est pour vous dire tout ça qu'il y a des opportunités sur les financements européens, que Erasmus+ est un bon fonctionnement et qu'il faut, à mon avis, oser candidater dès l'année prochaine sur ce programme-là et c'est ce sur quoi on va essayer de vous aider à travailler dès aujourd'hui. Avant de vous informer sur les avantages et les bénéfices à déposer des projets de type européen, je voulais quand même qu'on revienne sur des freins à la candidature, sur des choses qui peuvent expliquer le retard que les Français peuvent avoir, et surtout sur des choses que j'entends moi au quotidien, que ce soit avec mes clients ou avec des structures du monde sportif avec qui je travaille.
Tous ces freins-là que j'ai entendus, c'est aussi ce pourquoi j'ai voulu, moi, créer une structure qui permette justement d'aider les acteurs du sport à aller chercher des financements européens. Et on entend à peu près toujours les mêmes choses. Ces arguments, c'est quoi? C'est j'ai pas la formation, je suis pas au courant que ça existe, j'ai mes habitudes, j'ai mes priorités sur d'autres mécanismes de financement. C'est trop compliqué administrativement et techniquement, c'est pas très accessible. C'est quelque chose qu'on entend aussi régulièrement. Mes équipes et moi, on parle pas forcément très bien anglais. Euh, J'entends aussi beaucoup, on n'a pas forcément le temps, on a déjà beaucoup d'urgence. C'est des sujets compliqués. On parle même de flemme, hein, parfois, de déposer des candidatures, hein. Je veux dire vraiment des retours de terrain qu'on a. Et puis les deux derniers éléments qu'on trouve souvent, c'est il m'est très difficile de trouver des partenaires, et on va revenir, des partenaires européens, pardon, et on va revenir tout à l'heure là-dessus avec la présentation d'Hugo de l'agence. Il y a un certain nombre d'appels à projets qui vont vous demander d'avoir des partenaires hors France. Et puis pour beaucoup, et ça c'est pas que pour le monde associatif et le monde sportif, on a une forme de mystification un peu de ce qu'est l'Europe. Tout ça paraît très loin, Bruxelles, un peu nébuleux, et on lui donne une image qui n'est pas forcément la réalité, quelque chose d'assez complexe, d'un millefeuille administratif, etc. Alors, moi, mon message, ça va être que les fonds européens, c'est pas forcément un mal de crâne. Euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est sur des taux de succès qui sont aux alentours de 10 à 30% à peu près selon les appels à projets. Euh, oui, ça peut être difficile, mais comme peuvent l'être d'autres demandes de financement, même au niveau national. Mais en aucun cas, c'est impossible. Et ce que je dis toujours, moi, aux structures avec qui je travaille sur ces sujets-là, c'est que si vous ne candidatez pas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas remporter d'appel à projet, vous ne pourrez pas remporter de financement. Donc aujourd'hui, on va tenter de balayer un certain nombre d'idées reçues et de montrer véritablement que c'est une opportunité qui en vaut la chandelle et que si vous vous découragez pas, si vous passez un petit peu de temps là-dessus, il y a véritablement des superbes opportunités à moyen long terme à aller chercher. Euh, Pourquoi justement candidater? Pourquoi on vous incite, nous, à aller sur ce mécanisme de financement? Donc on vous dira, on vous expliquera quelques critères d'éligibilité tout à l'heure, mais vous allez voir, déjà, on va lever un certain nombre de freins. C'est ouvert à quasi toutes les structures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne serez pas contraint par votre statut juridique, par une éligibilité au programme de financement européen. Et c'est fait en particulier pour le monde associatif et pour le monde sportif. Le premier argument, moi je ne vais pas le cacher, hein, il est surtout financier et c'est le nerf de la guerre un peu, hein, pour vos projets aujourd'hui. Je l'ai déjà expliqué dans la contextualisation. Comme je vous ai dit, hein, des subventions qui peuvent aller de 30 à 400 000 euros. Ça, je parle d'Erasmus plus sport, hein, mais sur d'autres financements européens, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de plusieurs millions d'euros. Donc, un élément aussi que je vais préciser tout de suite pour casser le mythe, ce ne sont pas des financements et des subventions de fonctionnement. Ce sont des subventions de projets, donc qui servent à alimenter et à financer des projets. Ce qui est intéressant avec les projets qui peuvent être financés, c'est que ce sont le plus souvent des projets à fort impact sociétal, sur des projets qui travaillent pas mal avec des publics qu'on dit avec moins d'opportunités. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme qui est utilisé par la Commission européenne. Donc, je vais essayer de vous habituer aussi à ces termes qu'on entend régulièrement à Bruxelles. Et ce sont des projets sur lesquels vous avez souvent justement du mal à aller chercher de la rentabilité. J'aime pas parler de rentabilité dans le monde associatif, mais vous m'avez compris, hein, à aller chercher des recettes pour financer ces projets-là. Et donc, le programme européen et Erasmus+, ça va être un moyen pour vous de créer des nouveaux projets, de pérenniser des initiatives existantes, de développer ou de dupliquer des modèles qui peuvent exister aussi, en sachant que sur cet aspect financier, ce que j'adore, moi, avec le programme Erasmus+, c'est qu'on a un système qu'ils appellent en anglais le système des lump sum, donc en français, on va le traduire par le système des forfaits, qui vous laisse une totale liberté dans la construction de votre budget et de votre demande de subvention. Auparavant, on était un peu régi par un cadre budgétaire assez strict. Il fallait que vos dépenses aillent pour 10% dans cette catégorie-là, pour 30% dans cette catégorie-là, etc., etc. Aujourd'hui, vous faites une demande globale de financement pour votre projet, 30, 60, 120, 250, 400 000 euros. Hugo vous expliquera un peu tout ça tout à l'heure. Et dedans, vous pouvez surtout y mettre, et moi c'est ça que j'aime bien, ce que j'appelle du temps RH et ce que je vulgarise un peu par du jus de cerveau. C'est-à-dire des salariés ou des bénévoles de votre structure qui vont phosphorer, qui vont réfléchir, qui vont faire de l'ingénierie de projet. Tout ça, c'est du budget RH, entre guillemets, qui va pouvoir être pris en compte
dans le cadre de votre demande de subvention. Et donc, c'est une super opportunité à un moment donné, soit pour ouvrir des postes, soit pour pérenniser des postes sur lesquels vous avez un peu plus de difficultés. Ça, c'est le premier aspect et le premier argument, on va dire, un peu fort en faveur de Erasmus Plus Sport. Le deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect de structuration et l'aspect de formation. Avec Erasmus Plus Sport, si vous êtes lauréat, vous allez voir que vous allez avoir une énorme montée en compétences de vos équipes. Moi, ça, je vous en témoigne à titre personnel avec la précédente expérience pro que j'avais, donc avec la Fédération française du sport d'entreprise. On a eu un avant ou un après sur cet aspect-là. Les équipes, elles progressent sur des sujets comme la gestion budgétaire, le management interculturel, la gestion de projet, l'animation de réseau, l'anglais. On en parlait tout à l'heure, hein. On ne va pas se moquer de notre niveau d'anglais en France, mais on n'est pas les champions du monde de la pratique de l'anglais. Et donc, cet appel à projet aussi, ça va vous permettre, voilà, vos équipes, elles vont progresser, elles vont monter en compétences. Et moi, je le vois avec les structures que l'on accompagne, quand elles démarrent leur projet ou quand elles le finissent, elles nous disent toujours, ça a eu un énorme impact en termes de cohésion d'équipe, en termes de valorisation des équipes, en termes de responsabilité et de confiance des équipes. C'est quelque chose, en fait, et je pense que Laurent va nous en parler tout à l'heure lors de sa mobilité. C'est un vrai vecteur fort de création de liens au sein des équipes et de passer à une autre dimension. Le troisième aspect, c'est l'aspect de la coopération internationale. Avec un programme de type européen, vous changez de dimension, hein, vous accélérez les choses. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre des bonnes pratiques, vous allez apprendre des success stories. Vous allez aller travailler avec des partenaires scandinaves, avec des partenaires baltes, avec des partenaires des Balkans, etc. Et vous allez en fait trouver des idées et des modes de fonctionnement auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et je dis toujours que ça ne sert à rien de réinventer l'eau sucrée. Et quand vous allez avoir des bonnes idées, des modèles qui peuvent être dupliqués et développés dans votre pays ensuite ou sur votre territoire, bah, il suffit pas de faire des copier-coller forcément. Mais vous allez en fait faire des énormes gains de temps en termes d'efficacité, en termes d'impact et en termes de montage de projet. Et enfin, le dernier aspect qui est pour moi peut-être le plus important, c'est l'aspect de la crédibilité et de la reconnaissance. Je discutais encore avec un client qu'on accompagne ce matin et il me disait qu'il était absolument subjugué par le fait que depuis qu'il a été, ça fait 3 mois qu'il a commencé un programme européen sur lequel on a réussi à aller chercher du financement, il était subjugué du changement de positionnement institutionnel que ça avait pu provoquer pour sa structure. C'est un énorme outil de crédibilité, de prestige et de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dire que vous allez avoir un projet européen, bah, bizarrement, tout le monde va vous regarder avec des yeux un peu impressionnés et on va vous crédibiliser, on va dire, un peu plus. Et bizarrement, vos dossiers qui étaient en dessous de la pile, avec le fait qu'ils soient soutenus par la Commission européenne, le drapeau bleu avec les étoiles jaunes de l'Europe, il veut dire beaucoup pour les partenaires institutionnels. Et donc pour vous, c'est extrêmement important de cet aspect-là, sur l'aspect des relations institutionnelles et des relations publiques globalement. Concrètement, avant de laisser la parole à Hugo, je voulais quand même vous parler des concrètement quels projets peuvent être financés. J'ai aussi tendance à dire que, au final, quasi toutes les thématiques et tous les projets sont éligibles du moment qu'ils sont en lien avec les priorités de la Commission européenne et les priorités politiques de la Commission européenne. Mais globalement, on a plein de choses qui peuvent être financées. On peut avoir des sujets comme le sport santé, des sujets comme le sport à l'école, des sujets d'innovation, des sujets d'inclusion, des sujets de féminisation, des sujets d'insertion pro, de transition environnementale, de handicap, de lutte contre le racisme, de violences sexuelles et sexistes dans le sport, voilà, la double carrière, le bénévolat, bref, tout ce qui fait en fait votre essence et votre quotidien au sein de l'écosystème du sport, ça peut retrouver un écho sur Erasmus Plus Sport. Du moment à ce qu'il y ait une dimension européenne derrière, que ça a la vocation à laisser quelque chose d'utile et d'impactant derrière, et qu'il y ait cet aspect de coopération, en tout cas pour une certaine partie des appels à projets, c'est pareil, Hugo va vous expliquer cet aspect-là. Quelques exemples, moi, de projets que j'ai vu financer ces derniers temps, ça va être des projets comme l'arbitrage comme outil d'émancipation pour des jeunes filles de quartiers difficiles à travers des workshops dédiés autour de l'arbitrage. Ça va être une plateforme e-learning pour avoir plus de femmes dans des instances dirigeantes nationales et internationales, par exemple pour le squash. Ça va être des séances de rugby à l'école pour travailler sur leur bien-être physique et mental. Ça va être un gymnase itinérant pour faire du sport entreprise dans des zones isolées.
Ça va être le sport et l'activité physique comme outil d'insertion pour des jeunes SDF. Voilà, on a financé aussi une grande conférence européenne sur les violences sexuelles et sexistes à l'échelle européenne, justement. On a financé des travaux sur le sport pendant la grossesse et le postpartum. Donc voilà, tout ce qui est sport et activité physique, par contre, dans sa dimension pure, entre guillemets, et dans sa dimension amatrice, le programme Erasmus Plus Sport n'a pas vocation à financer de la performance et n'a pas vocation à financer du sport professionnel. Ça, c'est quelque chose, par contre, sur lequel je voulais bien insister. Et du coup, je vais très rapidement laisser la parole à Hugo parce que je voulais qu'il vous présente un petit peu le programme dans sa globalité. L'idée, c'est pas que vous soyez expert du programme, hein, parce qu'un quart d'heure pour devenir expert du programme, c'est quand même un peu difficile, mais que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Hugo, je te laisse continuer et poursuivre la présentation. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien, on t'entend très bien. Parfait. Donc en effet, enchanté, Hugo Petitjean, je travaille pour l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Et le programme, ça peut être intéressant de commencer à le voir par son architecture complète, parce que souvent Erasmus+, ça évoque en effet plutôt des programmes d'enseignement supérieur, d'échange, etc. Donc voilà, vous avez sur la slide là l'ensemble des programmes gérés sous Erasmus+, dans le programme. Il y a les programmes éducation et formation qui sont gérés par une agence qui est basée à Bordeaux. Les programmes jeunesse et sport qui sont gérés par l'agence pour laquelle je travaille, donc à Paris, et une partie des programmes sport qui est, elle, toujours gérée par la Commission européenne, donc de manière centralisée encore. Tous ces projets, tous ces programmes, c'est pas parce que vous êtes une organisation sportive que vous allez forcément déposer dans le sport, mais on va plutôt parler des projets sport parce que c'est ceux qui sont les plus simples de prime abord, ou en tout cas où la thématique s'impose naturellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous ces sujets, le programme Erasmus+ a des priorités qui sont celles que vous voyez à l'écran: inclusion, participation à la vie démocratique, environnement, transformation numérique. Et ces priorités infusent tous les projets de toutes les priorités. Et il y a également des priorités qui sont spécifiques au secteur. Donc, je vous ai mis là sur la slide celle des secteurs jeunesse et sport parce que c'est les deux secteurs sur lesquels les organisations sportives vont le plus candidater. Et donc ça, ce sont des priorités qui sont spécifiques. Il faut comprendre cette notion donc de priorité, c'est-à-dire que ça ne finance pas tout et n'importe quoi dans le domaine de la jeunesse ou tout et n'importe quoi dans le domaine du sport. Ça finance des projets qui vont quand même s'inscrire dans cette dynamique, à la fois les priorités transversales et les priorités spécifiques sectorielles. Sur la typologie de projet, on a donc deux types de projets clés qui, pareil, on peut retrouver dans tous les pans du programme. Ce serait la même chose en enseignement supérieur, mais bon, nous, évidemment, on s'intéressera au sport après. Ce sont les projets de mobilité, dont vous aurez un exemple très concret juste après par la Ligue de badminton, et les projets de partenariat. Et les projets de partenariat, donc les projets de mobilité ont pour ambition d'améliorer les compétences de votre structure ou des personnes grâce à une mobilité, pour faire de la visite d'études, de ce qu'on appelle du job shadowing, de l'observation en situation de travail, des rencontres. Et les projets de partenariat, ils ont plutôt vocation à créer des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils, à créer une transformation pour les organisations en réponse à un besoin spécifique. Ces appels à projets, on les retrouve donc dans le secteur du sport, avec les appels à projets de mobilité. J'en parlerai dans un deuxième temps, c'est la mobilité des personnels sportifs. Et donc, je vais commencer par les appels à projets de partenariat. C'est ceux plusieurs types. C'est ceux dont Gurvan a parlé pour l'instant, avec notamment les partenariats simplifiés, partenariats de coopération, renforcement des capacités, manifestations sportives. On en parlera un petit peu moins, mais on va en parler aussi. Donc pour les partenariats simplifiés, les partenariats de coopération, c'est des projets où vous allez avoir une organisation partenaire qui va, avec qui une ou plusieurs, évidemment, avec qui vous allez travailler en commun à une problématique que vous avez identifiée. Et vous allez chercher, c'est des projets de transformation, donc vous allez chercher une réponse ensemble à un projet. Ça peut être de créer une formation, ça peut être de créer des outils, ça peut être en fait très très large, et avec des subventions, comme Gurvan le mentionnait,
fixes qui sont pour les projets de partenariat simplifiés, 30 000 ou 60 000. L'avantage de ces projets, c'est qu'ils peuvent commencer, ça peut être des petits projets, avec des enveloppes relativement petites, avec 2 organisations de 2 pays différents, et qui peuvent avoir des durées relativement courtes, vu qu'ils sont entre 6 et 24 mois. Ces projets, ils ont en plus un bonus, entre guillemets, dans leur évaluation, ou en tout cas c'est un critère, qui se veulent accessibles aux nouveaux demandeurs et aux primo-accédants, ces appels à projets. Donc pour se lancer sur les partenariats, les projets de partenariat simplifiés sont pas mal plus accessibles que donc leur pendant des partenariats de coopération, qui eux nécessitent au moins 3 organisations de 3 pays de l'UE. Donc à chaque fois, c'est pays de l'UE ou pays tiers associés qui sont Norvège, Serbie, Liechtenstein, Turquie, évidemment, Macédoine. Merci, Macédoine. Et donc sur ces projets, au moins 3 organisations donc, de cette zone et pour des durées plus longues, entre 1 et 3 ans, et avec des enveloppes plus grandes. 120 000, 250 000 ou 400 000. Le principe sur tous ces projets simplifiés de coopération, vous n'allez pas viser entre ces enveloppes, vous allez avoir une enveloppe, vous allez candidater pour une enveloppe spécifique. Et si votre projet est reçu, vous aurez cette enveloppe spécifique, elle visera à couvrir l'ensemble des activités du programme. De votre projet, c'est-à-dire que à la fois le temps RH, la création d'outils, les rencontres évidemment, parce que quand on travaille de manière commune avec des partenaires, il y a évidemment des rencontres. Un autre appel à projet, c'est donc manifestation sportive, qui vise à financer des projets d'événements sportifs, pas de compétition, pas d'événements réguliers, mais de manifestations qui ont un lien avec les priorités du programme, qui ont des participants qui viennent de 3 à 10 pays, pour des projets de 12 à 18 mois. Alors l'événement ne dure pas 12 à 18 mois, ça inclut sa préparation, l'événement et la suite, et qui pareil ont des subventions fixes. C'est un appel à projet qui est beaucoup plus concurrentiel, il y a un peu moins de financement et il y a beaucoup plus de demandes, et c'est sur des projets qui sont assez financés. Donc c'est pas ce qu'on recommande pour se lancer. Pour les modalités de candidature, ces appels à projet de partenariat, il faut y candidater avant le date inconnue en mars 2027. La date sera connue d'ici la fin d'année. C'est des projets, pardon, il y a une petite erreur dans la slide, donc candidature en mars 2027 pour des projets qui pourront commencer à partir de janvier 28. Donc. Et la candidature se passe par la plateforme Funding and Tenders Portal sur la plateforme de l'Union européenne. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vu que ce n'est pas nous, l'agence, qui gérons ces appels à projets, on peut vous accompagner dessus. Et donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner, soit par des réunions pour vous aider à cadrer le projet et aussi éventuellement en vous aidant un peu dans la rédaction dans le cadre de ces demandes. Un autre appel à projet, plus simple, plus accessible, beaucoup mieux pour commencer, c'est les appels à projets de mobilité, ou gérons. Une dimension importante dedans, c'est que ça doit avoir un lien avec le sport de masse, et sport de masse, la meilleure manière de le définir dans le cadre de cet appel à projet, c'est en opposition à ce qui est du haut niveau. C'est pas de la formation, c'est pas des centres de formation, c'est pas de la détection, c'est pas de la haute performance, c'est le sport pour tous. Et donc, ça s'adresse à n'importe quelle structure sportive. L'idée, c'est que ces personnels, qu'ils soient rémunérés ou bénévoles, ça peut être n'importe quelle catégorie de personnel tant qu'ils ont un rôle dans la structure, ils puissent aller à l'étranger pour acquérir de nouvelles compétences par l'observation, et que ces compétences, elles puissent ensuite infuser le travail de l'association, de la structure, et que ça réponde à un besoin identifié de la structure. Donc c'est pas des projets très compliqués, c'est pas des budgets très compliqués. Ils fonctionnent pas eux avec une logique de somme sur lesquelles à candidater. Je vous ai mis un exemple d'une grille, elle est même pas complète, mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment ça se calcule. En fait, ça se calcule en forfait. Vous avez tant de personnes qui partent tant de jours à telle distance, et en fait tout ça crée des forfaits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un budget qui se calcule automatiquement. Ça sur vos candidatures. Donc au moment où vous déposez une candidature, vous parlez de vos activités, vous rentrez vos activités et le budget se calculera automatiquement en fonction de ça. Donc voilà pour ce qui est des appels à projets de mobilité. Vous aurez un exemple qui vous sera présenté juste après, qui vous permettra un peu concrètement de voir ce que peut être un bon projet de mobilité. Il y a 2 vagues de candidatures par année sur cet appel à projet. La première était le 12 février, la prochaine sera le 1er octobre.
On est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi sur des taux de succès qui sont un peu meilleurs que sur les autres appels à projets. On varie entre 33 et 40% sur les dernières vagues d'appels à projets, parce que l'appel à projet a aussi commencé à rencontrer un bon succès en France, parce que de plus en plus de structures ayant fait des projets, d'autres le voient et se lancent, et c'est un bon signal. Il est un peu victime de son propre succès. C'est par une autre plateforme de candidature, mais il y a des accompagnements et des tutoriels pour vous accompagner là-dessus. Et pareillement, vous pouvez nous contacter pour poser des questions et assister. On organise dans les mois qui précèdent les candidatures des webinaires, tant de présentations spécifiques de l'appel à projet que d'accompagnement technique au dépôt sur la plateforme. Donc voilà pour ce qui est des projets de mobilité. Le point national d'information, j'en dis un mot, c'est grâce au soutien du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative pour l'information sur les appels à projets européens, l'accompagnement sur le montage et la valorisation des projets en cours. C'est également moi et mon collègue en charge des sports qui nous en chargeons ici à l'agence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère des Sports nous soutient pour qu'on puisse vous soutenir dans ces démarches de dépôt de projet et pouvoir vous accompagner du mieux qu'on peut. Donc n'hésitez pas, vous aurez l'adresse dans ce PowerPoint. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou plus générales sur les appels à projets Erasmus+, jeunesse et sport. Merci Hugo pour ces précisions. Donc tu as parfaitement rempli l'objectif qui était de donner, on va dire, des premières bases de à quoi peuvent correspondre, pardon, ces appels à projets. Quand on entend des termes un peu barbares comme KA210, KA182, KA220, qui sont les noms de code, on va dire, de ces appels à projets. Voilà. Hugo, vous avez présenté quelques détails. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'agence, hein, comme il l'a dit, pour vos demandes de financement. On a dit les dates, hein, février, mars, pour février pour les mobilités pour le premier volet, mars pour les partenariats et octobre pour le deuxième volet des mobilités. Donc pour vous, que retenir? C'est octobre 2026 pour déposer des mobilités et mars 2027 pour déposer des partenariats. On a l'impression que c'est loin, mais c'est très proche, puisqu'il faut quand même un certain nombre de temps pour déposer une demande de candidature. Donc, vous n'êtes pas en retard, vous avez largement le temps de bien faire les choses pour octobre, qui est la première échéance. Néanmoins, voilà, ayez en tête que tout cela demande de l'anticipation. On va avoir un retour d'expérience très concret maintenant, avec Laurent, justement, Laurent Garnier, qui nous représente la Ligue PACA de badminton et qui revient justement tout récemment d'une mobilité financée par le programme Erasmus+. Il va pouvoir, entre ce qu'on dit, nous, moi ou Hugo, voilà, là on va avoir un vrai acteur du terrain aussi qui va vous partager son expérience. Et Laurent, justement, est-ce que tu peux, avant qu'on présente en détail ce que vous avez fait, hein, dans le cadre de la mobilité, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de votre candidature et de sa phase de préparation? Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé sur ces sujets de fonds européens, malgré tous les freins que j'ai pu aborder au départ? Comment vous avez fait concrètement, hein, pour y arriver? Ça serait intéressant justement pour les participants au webinaire qu'on ait quelqu'un qui nous partage concrètement ce qui s'est passé. Bonjour à tous, je suis Laurent Garnier, adjoint de direction à la Ligue provençale Côte d'Azur de badminton. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé? Tout simplement parce que j'ai vu passer un mail un jour avec une proposition d'un webinaire qui venait de l'agence, en fait, Erasmus+. Intéressez-vous aux fonds européens. Je m'y suis intéressé. On nous a dit que c'était faisable et que c'était facile. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant. On a sans doute des choses à aller apprendre parce que dans notre pays, notre discipline n'est pas spécialement très reconnue, n'a pas vraiment un ancrage extrêmement fort comme elle peut l'avoir ailleurs. Et donc, allons voir comment ça se passe là où notre discipline est vraiment bien ancrée, c'est-à-dire au Danemark, puisqu'en Europe, c'est quand même le pays majeur de notre discipline. Et voilà, donc avec mon directeur, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça, surtout quand on a fait une petite simulation des finances et de ce qu'on pouvait en obtenir de la part du programme. On s'est dit que c'était
largement jouable, que ça allait finalement rien nous coûter d'aller passer une semaine au Danemark avec 10 personnes de notre ligue pour aller apprendre ce qui se fait, en fait, les méthodes, la culture de là-bas. Et puis, bon, évidemment, c'est pas des vacances, hein, mais c'était quand même un sacré beau voyage. On a appris plein de choses, on a découvert un pays, découvert une culture, découvert des gens, et puis aussi, on s'est beaucoup cultivé et et on a créé des contacts qui pourront nous servir pour la suite, mais j'en parlerai après. Euh, voilà, on a, pour revenir un petit peu sur la phase de préparation aussi, donc j'ai suivi les webinaires. Alors merci beaucoup à Hugo enfin il y avait aussi Titouan Mathurin. et Mathurin, merci. Donc tous les trois ont été, enfin ils sont vraiment ultra pros. Les webinaires, je vous conseille de les suivre. C'est très c'est très enrichissant et ça nous aide vraiment à faire le dossier et à ouais, démystifier un petit peu parce que, comme ça a été dit avant, hein, on se dit que ça va être compliqué. Bon, c'est pas simple, mais c'est pas fou non plus, quoi. On y arrive. Euh, donc, euh, donc voilà, on a mis en place ce projet d'aller au Danemark. On a déposé le dossier. On a raté la première fois. Donc il y a un système de points, comme ça a été un petit peu présenté avant. Hein, il y a un système de points, on obtient une note, et puis une fois qu'ils ont atteint le budget, en fait, le cut s'arrête. Donc nous, on était à peu près juste en dessous du cut. Le truc qui est vraiment très bien et que moi j'ai énormément apprécié, c'est que on a reçu une réponse négative la première fois, euh, avec une critique de notre dossier sur l'ensemble des points et tout ce qui avait manqué ou tout ce qui avait ou tout ce qui pouvait être amélioré dans notre dossier pour avoir une meilleure note à la fois suivante. Alors bon, on n'était pas très loin du cut, hein, on avait eu je crois 68 points alors il fallait en avoir 73. Mais il y avait un document avec tout ce qui manquait dans notre dossier, donc ça a été plutôt facile de de le modifier et de rajouter les choses qui manquaient pour l'avoir la seconde fois. Donc la seconde fois, on l'a eu. Et on est parti, c'était il y a 15 jours en fait, et on est rentré il y a une semaine. Et donc, Voilà. justement, concrètement, sur place, pour donner aussi une idée de à quoi ça peut ressembler, hein, une mobilité, hein, ces fameux la K182. Concrètement, vous avez fait quoi du 12 au 19 avril et qu'est-ce que tu juges que ça a apporté véritablement pour la structure? Ben voilà, ce qu'on a fait, c'est que donc en amont, hein, on avait pris contact avec plein de gens et on a rencontré plein de gens importants. Alors nous, on est une ligue, hein, on n'est pas un club, donc on est en quelque sorte un petit peu aussi pour les clubs qu'on accompagne, parce que notre cœur de métier, c'est d'accompagner les clubs. On est un petit peu un élément de contexte. Donc ce qu'on est allé chercher au Danemark, c'est beaucoup de contexte pour comprendre bien le contexte et s'imprégner de ça. Donc, on a rencontré des gros clubs, des petits clubs. On a rencontré un spécialiste un petit peu de l'histoire du sport, enfin, de notre sport au Danemark, parce qu'il est très ancré là-bas. Donc, comme je dis, on a rencontré des gros clubs, des petits clubs, euh, des gros clubs de la capitale, à Copenhague, mais aussi des petits clubs en province, parce qu'on est évidemment une ligue de province éloignée de la capitale, donc on a aussi besoin de savoir tout ça. On a rencontré la Confédération européenne, on a rencontré la Fédération danoise pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, un petit peu tout ça. On a été au Centre européen de performance aussi. Ils font de la performance, bien sûr, mais c'est aussi du développement à l'échelle européenne. Pour s'imprégner du contexte, on a été reçu par l'ambassade de France au Danemark, qui nous a expliqué un petit peu le contexte, surtout de comment sont les Danois et comment fonctionne la société danoise pour bien comprendre les différences qu'il y avait avec notre société française. On a visité la maison du sport danois, on a été reçu par le comité national olympique danois, enfin le Team Danemark. Euh, on a aussi, et ça c'était assez fantastique pour l'ensemble des gens qui visitaient avec nous, c'est
On a rencontré quelques légendes de notre sport, puisque au Danemark, il y a quelques légendes de notre sport, Peter Gede, Peter Rasmussen, enfin, c'est des gens très, très, très inspirants. Et puis, on a aussi fait un petit truc pour faire un petit pas de côté, pour comprendre un peu mieux le sport au Danemark en faisant un petit pas de côté. On a aussi rencontré la fédération danoise d'aviron et un champion d'aviron. Donc, bon, c'est aussi une légende de l'aviron, hein, Eskil Debesen. Bon, il a fait 5 fois les Jeux, il a eu 5 médailles, dont 3 d'or. Donc, voilà, on l'a rencontré. Et l'avantage de ce projet, c'est que déjà en se présentant comme faisant un projet de mobilité européenne, clairement, quand on écrit à ces gens-là, ils nous répondent très rapidement et toujours très positivement. Je ne sais pas si c'est une caractéristique spéciale du Danemark, mais en tout cas, les gens ont été tous ravis de nous voir, ravis de nous rencontrer, très, très accueillants et en nous disant ah, c'est super, c'est un super projet, on est ravis de vous rencontrer. Et voilà, on a fait des rendez-vous en visio avant pour définir de quoi on voulait parler avec chacun des, des partenaires. Et ça s'est super bien passé à chaque fois. On a rencontré des gens, on a rencontré 14 partenaires en une semaine. Voilà. Et donc, Et la suite, par rapport à tout ça, vous revenez juste, donc j'imagine que c'est un peu, vous atterrissez, la comme suite, on dit. c'est ça, ouais, C'est quoi voilà, la suite? on atterrit. La suite, ça va être déjà de nous réunir, de nous re-réunir entre nous pour faire un vrai bilan. On a commencé là-bas, mais on va continuer. On va donner des petites conférences, notamment sur l'Assemblée générale, etc. On va faire des webinaires, pas tout de suite, mais voilà, on va créer des kits d'outils, des guides, des petites formations enfin, retrouver les outils qu'on a étudiés là-bas, qu'on a vus avec les clubs. On va essayer de se les approprier et de même les améliorer si on peut, et de les mettre un petit peu à notre sauce française, puisqu'évidemment, on a des contextes qui sont différents. Mais voilà, on a fait nos formateurs avec nous, donc évidemment, nos formateurs, ils vont être enrichis par tout ce qu'ils ont appris là-bas. Et voilà, on espère une évolution au niveau des clubs. Et puis, on va aussi, on en a parlé évidemment avec notre fédération et on le partage avec l'ensemble de nos collègues des autres ligues. Voilà. Et puis, la suite, moi, je serai présent, enfin, j'espère, à la formation début juin, là, parce que les contacts qu'on a fait là-bas, c'est des contacts facilités pour de nouveaux projets plus, plus sérieux de partenariats simplifiés ou de coopération avec les organisations qu'on a vues là-bas. On a déjà déposé un autre projet, là, mais c'est plus voilà, enfin, on s'était déjà lancé et puis on se dit que il faut qu'on en profite et qu'on y aille. Mais voilà, je le conseille vraiment à tout le monde parce que voilà, ça nous a aussi beaucoup rapprochés avec toute l'équipe. On n'avait pas que des gens de notre équipe, la Ligue, on a aussi amené on était 7 salariés de la Ligue, mais on en a 2 qui sont associés à des comités. On avait aussi une présidente de club et 2 entraîneurs de club. Donc en fait, on a un petit peu des gens de l'ensemble du territoire, à la fois de la ligue, des comités et des clubs, pour pouvoir partager et avoir un background un peu différent de chacun. Donc on avait une équipe très mixte et avec des profils très différents pour pouvoir discuter et ramener des choses. Voilà, je crois que j'ai terminé. Super Laurent, merci beaucoup de ton enthousiasme qui j'espère sera contagieux et va pousser des organisations à candidater. Et tout ce que je vous souhaite aux participants, c'est peut-être d'être à la place de Laurent l'année prochaine pour témoigner justement d'une mobilité ou d'un partenariat réussi. Et puis bonne chance Laurent pour les futures candidatures européennes. Justement, ces futures candidatures européennes, on y vient juste avant qu'on conclue et qu'on vous présente un peu le programme de la formation qu'on a abordé là, le 11 et 12 juin. Euh, Quelques conseils un peu éléments clés à avoir en tête. Alors, c'est pas une liste à l'après-vert, hein, il y en aura peut-être beaucoup plus et j'ai des dizaines et des dizaines de conseils à vous délivrer, des petits trucs et astuces parce que voilà, c'est une méthodologie spécifique. On vous l'a dit,
C'est pas compliqué, c'est pas insurmontable, mais voilà, il y a des codes à respecter, il y a des choses à avoir en tête avant de candidater. Et la première chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Moi, parfois, j'ai des structures qui viennent me voir et qui me disent, il faut faire quoi comme projet pour être financé? Moi, je suis pas magicien. Et ce que je dis toujours, c'est que il faut pas faire une candidature qui fait que plaisir à l'organisme gestionnaire de fonds. Il faut faire une candidature qui soit utile et qui correspondent à votre contexte à vous. Donc c'est bête hein, comme phrase, mais il faut partir de votre projet. Et votre projet, vous devez l'écrire noir sur blanc. Et votre projet, il doit s'inscrire aussi dans une dynamique et des problématiques que vous pouvez avoir au niveau économique, au niveau politique, au niveau communication, au niveau RH. Il faut que ce projet, il réponde à un besoin pour votre organisation et votre environnement. Il faut qu'il corresponde aussi à des priorités de l'Europe également. Et il faut qu'il soit adapté à un public cible que vous avez bien défini. Aujourd'hui, si vous décidez juste d'avoir un projet qui va servir à lutter contre la sédentarité pour tous les citoyens européens avec un projet à 30 000 euros, bah, on va vous faire le reproche dans l'évaluation, comme l'a pu expliquer Laurent, que votre projet il est trop ambitieux et pas réaliste. Donc soyez très vigilant à avoir un public cible bien défini et qui soit atteignable. Euh, et il faut que vous vous inscriviez dans une démarche de coopération européenne. Alors ça, parfois, les Français, on a un peu de mal avec ça. Nos voisins européens disent qu'on est un peu nombriliste. Je ne vais pas commenter ce que pensent les voisins de la France, mais voilà, vous n'êtes pas dans un projet franco-français, vous êtes véritablement dans une dynamique européenne. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut toujours que vous pensiez impact, héritage, le fameux héritage, hein, on ne va pas revenir, dont on a entendu parler pendant des années et des années, mais il faut que cet impact, il soit mesurable, il soit ambitieux, mais il soit à la fois aussi réaliste. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment d'écrire noir sur blanc les choses. Nous, on a ce qu'on appelle une concept note, qui est le document de base un peu de construction d'un projet européen. Je vous en reparlerai également tout à l'heure. Pensez également long terme. La question de la temporalité, c'est un sujet hyper important sur Erasmus+. Soyez patient. Laurent vous a expliqué la première fois, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Vous avez la capacité et la possibilité de recandidater sur les volets supplémentaires avec en plus, effectivement, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est que vous avez des évaluations souvent très précises et une note sur 100 qui va permettre de savoir où est-ce que vous avez des lacunes et d'ajuster éventuellement les choses. La question du temps, elle est aussi cruciale parce qu'il faut anticiper. Si demain, la date limite, elle est le 5 mars et que vous décidez de commencer votre écriture de candidature au 1er mars, je vous dis bon courage et je suis prêt à mettre le pari que votre projet ne sera pas récompensé. Il faut véritablement anticiper les choses et prévoir plusieurs semaines, plusieurs mois pour rédiger un dossier. Soyez sûr aussi de votre capacité derrière à assumer le projet. Parce que s'il est financé et qu'il y a besoin, je ne sais pas moi, d'un mi-temps, d'un temps plein pour coordonner et gérer le projet, et que vous n'avez pas les capacités opérationnelles pour le faire, bah forcément, ça va être complexe. Entourez-vous bien également, puisque ce sont souvent des projets de coopération, donc optimisez tout ce qui est recherche de partenaires. Regardez aussi ce qui a été fait dans le passé. Ne réinventez pas l'eau sucrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ne refaites pas des projets qui ont déjà été financés. L'avantage sur Erasmus+, c'est qu'il y a une base de données de projets existants. Je vous la partagerai après le webinaire, ça vous permettra aussi de vous faire un ordre d'idée des projets qui ont été financés. Et surtout, mettez-vous tout le temps à la place de l'évaluateur. Il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre sujet, il ne connaît pas forcément votre thématique. Donc, essayez d'être le plus didactique possible et le plus pédagogique possible. Et le dernier conseil, c'est peut-être le conseil le plus bête au monde, mais surtout croyez en vos chances. Parce qu'à un moment donné, il faut oser, il faut avoir de l'audace et il faut tenter sa chance, parce que sinon, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas d'opportunité d'être financé. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc on va vous proposer avec le CROSS de la région Sud une formation le 11 et 12 juin qui va s'assimiler presque à du mentoring. L'idée de cette formation qui sera en petits groupes, ça va être d'être très concret et d'être le plus utile possible pour vous aider à candidater. Donc, il va y avoir un double objectif. Ça va être d'abord que vous maîtrisiez le programme et que vous sachiez ce qu'on attend de vous, ce que les évaluateurs attendent d'une candidature Erasmus+ solide, et que vous puissiez, lors de ces 2 jours, avancer sur votre candidature. Donc l'objectif à la fin des 2 jours, c'est que vous soyez en capacité d'avoir votre feuille de route jusqu'au dépôt de l'appel à projet,
et que vous soyez en capacité d'avoir une concept note, donc ce fameux document dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en gros le document de cadrage de votre projet avec les objectifs, les activités, les livrables, les types de partenaires, la temporalité, le budget, etc. Bref, le squelette de votre projet. L'idée, c'est que vous puissiez sortir de ces 2 jours avec une concept note bien établie. On sera 2 intervenants de la société, moi-même et Léane, donc, qui seront sur place, avec une première journée qui sera plutôt consacrée, plutôt formation, plutôt technique, mais également avec des exercices et des rapprochements par rapport à votre situation et par rapport à votre projet. Mais l'objectif, c'est de mieux comprendre l'Europe, de mieux comprendre le programme, de mieux comprendre le fonctionnement, de comprendre aussi les critères d'évaluation, parce que ça, c'est toujours oublié et c'est extrêmement important. De voir aussi d'autres projets qui ont été financés pour peut-être vous donner des idées pour votre futur projet. Et sur le jour 2, on ira vraiment sur un passage à l'action on va passer à travers tout le formulaire de candidature, à travers toutes les questions. Donc il peut y avoir, pour les mobilités, c'est une douzaine de questions à peu près. Pour les partenariats de coopération, c'est entre 20 et 25 questions. Et on va vous dire exactement ce qui est attendu par la Commission européenne. Et ensuite, donc on se dispatchera dans le groupe et on travaillera individuellement et de manière personnalisée sur vos projets. Donc encore une fois, l'idée, c'est d'être sur de la formation, mais pas de la formation descendante. On veut vraiment être très concret et que vous puissiez être en capacité, à la fin, de déposer votre projet. Voilà, on vous a inscrit quelques retours d'expérience. C'est des exercices qu'on a l'habitude de le faire. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'on a rencontré le CROSS de la région Sud, qui était participant à une formation au CNOSF et qu'on va refaire. On va refaire une formation au CNO pour les fédérations en septembre. Donc voilà, l'idée, c'est d'être le plus concret possible. Et juste les prérequis, c'est ce que disait Véronique, et on vous fera passer un formulaire d'inscription par l'intermédiaire du CROSS, mais c'est quand même d'avoir un projet. Voilà, on ne veut pas que vous veniez le jour J, que vous ne sachiez pas, entre guillemets, sur quelle thématique, quel type d'activité vous pourriez mettre en place. L'idée, ça sera d'avoir un projet, on examinera un peu le sujet pour voir si aussi il y a des chances. Et puis, bien évidemment, c'est sur inscription. Alors, on sera sur des petits groupes. Nous, vu qu'on veut faire du personnalisé, on n'est pas en capacité d'avoir 63 personnes, comme là je vois dans le webinaire. Donc il y aura forcément peut-être aussi une forme de sélection qui sera faite, mais on espère en tout cas que vous serez nombreux à cette formation et que ce sera le plus utile possible avec plein d'organisations de la région Sud qui soient dès l'année prochaine parmi les lauréats et succéder à des structures comme la Ligue Sud de badminton et Laurent qui nous a expliqué son expérience, mais il y a également la Ligue d'Aviron qui a eu un événement, un Not for Profit Sport Event qui a été financé il y a 1 ou 2 ans maintenant. Donc voilà, les exemples, ils existent ailleurs. Faut pas se dire que ouais, moi je suis un petit sport, je suis une petite structure. Non, franchement, osez, tentez votre chance et vous verrez que vous pouvez avoir de belles surprises derrière. Merci Gurvan. Je vais, avant de laisser peut-être quelques questions, si vous avez encore un petit peu de temps, puisque j'ai vu qu'il en restait quelques-unes dans le chat et peut-être certains, je vais donner quelques aspects très pratiques par rapport effectivement à cette étape de formation sur laquelle et de mentoring sur laquelle on souhaitait aboutir. Effectivement, on va être sur un effectif plutôt restreint. Et donc, fin de semaine ou au plus tard lundi, vous allez recevoir via le mail que vous avez renseigné dans l'inscription au webinaire un lien pour candidater sur cette formation où, comme tu l'as expliqué, il y aura, en fonction du nombre que vous serez, une première étape, une sélection en fonction du fait d'avoir quand même déjà, pour pouvoir travailler efficacement, une ébauche de projet qui existe, c'est-à-dire pour qu'on puisse travailler sur les dossiers et avancer. Donc on va dire qu'on va être sur un niveau de personnes qui sont intéressées, qui ont déjà réfléchi, qui portent peut-être déjà une ambition sur un projet Erasmus. Si vous êtes très très nombreux, eh bien peut-être qu'on renouvellera ce dispositif. Le but, c'est pas d'exclure des personnes, c'est plutôt de travailler efficacement. Donc vous allez recevoir toutes les infos. Ces 2 journées de formation, elles se dérouleront au CROSS, au siège du CROSS à Cabriès, en présentiel bien sûr, donc les 11 et 12 juin. Et vous aurez, dans le lien, vous aurez toutes les explications, les modalités pratiques pour pouvoir vous positionner. Voilà, ça c'était le côté pratique de la formation. J'ai vu quelques questions qui restaient.
Notamment sur le fait, je pense que la question qui était posée sur les interclubs, c'était le fait de pouvoir candidater à plusieurs, peut-être. Alors, il faut une seule structure identifiée juridique comme étant la structure demandeuse. Donc, en l'occurrence, il faudrait qu'il y ait un club, une ligue, une fédération, une collectivité qui soit la structure demandeuse. Et comme vous l'a dit tout à l'heure Hugo dans sa présentation, il y a un document obligatoire qui est un document justifiant du lien des participants avec la structure. Donc, soit un lien parce qu'ils sont licenciés, parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils sont élus. Donc, forcément, si vous faites ce choix-là, bah, il faut que vous prouviez que les participants sont rattachés à la structure légale qui a été demandeuse. Il y a une question aussi parce que tu as évoqué la dimension européenne et Laurent en a parlé aussi de partenaires européens, d'aller voir des clubs européens. Et donc il y a une question qui est comment on trouve des coopérants européens? Moi, je l'ai toujours cette question, donc merci Amar de l'avoir posée, je l'ai vue et elle est hyper importante. Je vous cache pas que nous, c'est principalement aussi pour ça qu'on fait appel à nous, parce que c'est pas évident de trouver ces partenaires européens, même si Laurent l'a dit, eux, ils ont eu des super beaux accueils de la part de l'écosystème badminton et des Danois sur ce sujet-là. Par expérience, c'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on envoie un mail à telle structure qu'on va réussir à les avoir comme partenaires. Donc, il y a plusieurs moyens de trouver ces réseaux de coopération européenne. D'abord, il y a des moments qui sont organisés par ce qu'on appelle l'EACEA, qui est l'agence en charge du programme Erasmus+, côté partenariat, et notamment un moment se situe en décembre, qui est ce qu'on appelle l'Infoday. Donc l'Infoday, c'est un moment en présentiel et également en distanciel, où en gros, toutes les organisations qui sont intéressées pour candidater à Erasmus+ Sport peuvent se retrouver à Bruxelles. Alors c'est sur inscription et aujourd'hui il y a beaucoup de demandes, donc il y a parfois pas la possibilité de se rendre sur place, mais sinon il y a la possibilité de suivre cet événement en ligne. Et il y a également un outil de networking avec une petite appli qui permet en fait de vous connecter à tout un tas de structures en Europe, que ce soit des clubs, des ONG, des assos, des ligues, des fédérations, qui sont comme vous intéressés pour des sujets de coopération à l'échelle européenne. Et donc, vous pouvez prendre attache avec ces structures-là. Donc ça, c'est un premier moyen. L'autre moyen, ce que je dis toujours, c'est servez-vous de votre réseau actuel. Je ne sais pas dans quelle structure vous travaillez à Mar, mais mon conseil va s'adresser à l'ensemble des participants. Dans votre sport, vous appartenez certainement à une fédération délégataire qui elle-même appartient à un réseau européen. Vous l'avez vu, l'exemple parfait avec Laurent, hein. C'est-à-dire que la fédération française a été impliquée, la fédération européenne a été impliquée. Donc n'hésitez pas à mobiliser les services internationaux de votre fédération. N'hésitez pas non plus à prendre attache avec votre réseau, avec le cross par exemple, parce que je pense que le cross, il a des contacts avec l'Italie, avec des pays frontaliers. J'allais dire avec la Suisse, je ne vais pas vous parler de la Suisse encore parce qu'on est dans un flou un peu juridique pour le moment. La Suisse n'est pas un pays éligible pour le programme Erasmus+. Ils ont validé le fait de revenir dans le programme parce qu'ils y étaient déjà, mais leur commission des finances a bloqué le fait de contribuer budgétairement au programme. Donc peut-être qu'à partir de 2027, les Suisses ne seront pas et qu'à partir de 2028. Mais bref, voilà, servez-vous de votre réseau aussi pour dire, voilà, nous on aimerait aller en Estonie, nous on aimerait aller dans les Balkans ou comme au Danemark, parce que Laurent, ils avaient identifié ce pays. Euh, Nous, on a aussi, nous aujourd'hui, on décomptait, on a un réseau de plus de 500 organisations qu'on connaît en Europe, des clubs, des universitaires, des chambres de commerce, des collectivités, des fédérations. Donc, à un moment donné, si vous avez des besoins, dans la mesure de notre possible aussi, hein, parce qu'on est une entreprise, donc il faut aussi qu'on puisse fonctionner, mais on peut vous aider à trouver des partenaires. Mais voilà, servez-vous aussi de la base de données des projets. Parce que potentiellement, des structures qui ont déjà déposé des projets, elles peuvent avoir envie d'en faire d'autres. Donc potentiellement, ce sont des partenaires pour vos futurs projets. C'est une question, je pense aussi que tu dois déjà avoir. Il y a une question sur les pays hors UE. Est-ce qu'on peut créer des partenariats avec des pays hors UE? Hugo, je te laisse répondre. Ouais, voilà, je vais répondre à celle-là et compléter aussi celle d'avant. Sur les projets de mobilité, un autre moyen également de trouver des partenaires, parce que des fois, il y a des structures qui ont un intérêt de partir à l'étranger, pas forcément un pays de destination identifié et pas forcément de partenaire. Un autre moyen qu'on recommande dans ces cas-là, si c'est des structures très locales, style club, association, c'est de vous rapprocher des comités de jumelage de vos villes, parce que c'est une bonne manière, ça donne d'autres contacts à l'étranger et généralement, ils sont très contents d'avoir des activités
activité qui réactive les comités de jumelage dans certains cas. Pour ce qui est des pays éligibles, donc il y a les 27 pays de l'Union européenne et les 6 pays tiers associés, Norvège, Islande, Liechtenstein, Macédoine, Turquie et Serbie. Bah, merci. De toute façon, je pense que tous les liens utiles, vous avez évoqué beaucoup d'interlocuteurs. Donc, quand on vous enverra le lien de replay, on vous mettra un peu aussi les infos utiles. On Alors, est juste arrivé au bout. Véronique, Oui, parce que je vois qu'il y a une question juste sur l'Angleterre sur laquelle je voudrais répondre. Donc, je vais l'élargir au Royaume-Uni. Si effectivement, donc, pour le moment, le Royaume-Uni ne fait pas partie des pays qui sont éligibles, mais effectivement, à partir de 2027, donc pour le prochain appel à projet, donc en mars, le Royaume-Uni sera à une distance éligible à nouveau. Ils étaient déjà dans le programme, mais ils y reviennent. Donc ça c'est une juste ça, bonne je voulais nouvelle. y répondre. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a pas mal de structures britanniques et que le sport britannique a quand même pas mal d'atouts et que ça peut être intéressant de travailler avec nos amis britanniques, même s'ils ont quitté l'Europe. Ok. Bah, Et écoute, n'hésitez merci. pas s'il y a besoin aussi de prolonger les échanges. Moi, il y a mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Oui, j'allais dire, on est arrivé, on est dans notre timing. Si vous avez encore 5 minutes de disponibilité, Ouais, je moi voulais quand je. même laisser la possibilité, parce qu'on a traité les questions par écrit, savoir s'il y a quelqu'un qui souhaitait lever la main par la petite icône qui permet de poser une question, et s'il y avait une question en direct que quelqu'un souhaitait poser avant qu'on clôture ce webinaire. Non, je pense que ça va. Tout s'est bien enchaîné. Je vois pas de main se lever. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation. Au nom du CROSS, vraiment, on est très heureux de voir que ce sujet vous mobilise sur notre territoire. Et puis, merci à nos intervenants, sans oublier Léane et Nathan dans le chat. Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous reverra dans le cadre des candidatures. Ouais. On vous dit à très bientôt. En tout cas, merci à toute l'équipe. Merci. Merci Et pour Laurent. ceux qui n'ont pas pu participer, on a une session de rattrapage. Nous aussi, le 6 mai, on fait un webinaire pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Donc le 6 mai de 16h30 à 17h30, voilà, pour ceux qui le souhaitent sur le même format. Ouais, ils peuvent voir toutes les infos en vous retrouvant sur LinkedIn. Exactement, sur LinkedIn, tout y est. Et vous nous Merci. enverrez la présentation, c'est ça, pardon? Oui. Ah, Aucun super. problème. Merci beaucoup. De rien, Delphine. Merci. Au revoir. Vous aurez accès au replay. Je vous enverrai le lien du replay parce qu'il y a la question qui revient. Et on a une chaîne YouTube du CROSS, donc vous pourrez retrouver le replay facilement. Merci. Merci, au revoir et bon appétit. Au revoir. Merci à tous.